Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, à l'émission Rencontre, j'ai l'honneur de recevoir une personne qui vient de loin. Alors, je suis en présence de Cantu Pang. Cantu, toi, tu es enseignante à la polyvalente de Disraeli en mathématiques, sciences. Et, écoute, faut se le dire, moi, j'ai entendu parler de Cantu quand ma fille est en secondaire 1 puis qu'elle m'a dit « Maman, j'ai entendu une histoire aujourd'hui de camp de réfugiés. Alors, Cantu, t'es arrivé, toi, t'es né dans un camp de réfugiés en Thaïlande. J'aimerais ça que tu me racontes un petit peu, là, c'est quoi toute cette histoire-là? Là? Oh là là, d'accord. L'histoire, c'est que mes parents sont cambodgiens. Donc, en 75 et 80, il y a eu un gros génocide au Cambodge. Donc, les Khmers rouges ont pris le pays avec à la tête de tout ça Pol Pot. Puis, il y a eu vraiment beaucoup de Cambodgiens de tués, le tiers de la population. Et mes parents, donc, vivaient sur la frontière du Cambodge. Fait qu'on réussit à se sauver du Cambodge dans ces années-là. Et sont arrivés en Thaïlande, donc juste à côté, le pays voisin. Ils ont marché une semaine, le jour et nuit, dans la jungle, à travers plein de moments atroces, on va dire ça comme ça. Et ils sont arrivés donc en Thaïlande, dans un camp de réfugiés. Et la Thaïlande a ouvert donc ses frontières pour les Cambodgiens. Et ont vécu là 5 ans. Un camp de réfugiés, c'est supposé être temporaire, mais finalement, eux ont été pris là 5 ans de temps. Et moi, je suis née dans le camp de réfugiés. Donc, en 1977, sans médecin, je n'ai pas été répertoriée. Donc, je n'ai pas de date de fête. On va dire ça comme ça. Tu en as choisi une après, mais... Oui, mes parents, donc, ont rempli des papiers d'immigration et on a choisi une date de fête. Mais ça serait avril, ça serait le printemps. Là, ça serait, oui, après avoir discuté avec d'autres Laotiens, Cambodgiens, là, finalement, avec la saison de la pluie et tout ça, là, je serais plus en avril. Fait que c'est ça. Fait que finalement, la date officielle, c'est quoi, là? 5 juin 77. Finalement, on n'est pas pantoute dedans, là. Mais l'année est bonne. L'année est bonne. On va dire que j'ai vraiment 40 ans. Bien avec ça. C'est ça que tu me disais, c'est que dans le camp de réfugiés, les gens vivent dans des conditions d'extrême pauvreté, là. Tu me disais que même tu pensais que tu étais pas mal certain que tu avais un frère aîné qui n'avait pas survécu, qui était né avant toi dans le camp de réfugiés. Oui. Ma maman, elle a perdu un bébé, je sais, avant moi, un garçon. Fait que je serais supposée avoir un frère aîné au moins. Je sais qu'il y a eu d'autres grossesses aussi. Et fait que c'est ça. Puis moi, quand je suis née, ma maman était malade. Fait que c'est ma tante qui a aidé ma mère donc à m'allaiter. On va dire ça comme ça, parce que ma cousine est née en même temps que moi. Et fait que c'est ça. Fait que j'ai été, c'est ça, nourrie par ma tante et ma mère. On va dire ça comme ça, pour que je puisse survivre. Puis dans le camp de réfugiés aussi, les rations, c'était pas des grosses rations. Là, c'était pas tous les jours. Non, je pense que c'était 3 rations par semaine pour la famille, puis tant pour les enfants, mais finalement, c'était la misère quand même, là. Puis c'est ça. Donc, tu as vécu les premières années de ta vie vraiment dans la grande misère, même si tu t'en souviens pas. Oui. Oui, je pense que le cerveau est bien fait. C'est une belle chose. Je pense vraiment, c'est peut-être une bonne chose. Oui, fait que c'est ça. Fait que j'étais vraiment petite quand on est arrivé ici. Puis dans le camp de réfugiés, je sais que ma mère, elle me raconte, par exemple, qu'elle me rasait les cheveux parce qu'il y avait trop de bibites. Oui. On est en Thaïlande, donc il fait très, très chaud. Puis c'est ça, c'est pas salubre, un camp de réfugiés. Fait que bref, elle m'a rasé les cheveux pendant toute mon enfance parce que c'est ça. Fait qu'il y avait trop de bibites. Ça, c'est des histoires, des anecdotes. Je pense que c'est pour ça que j'ai une grosse tignasse comme ça. Ah bon, oui, ils ont renforcé. Et il en reste pas moins que le début de ta vie a été difficile. Mais après ça, l'histoire est belle. Oui. Il y a vraiment... notre arrivée à Thetford Mines, là, ça fait partie vraiment des belles pages de mon histoire, on va dire ça comme ça. Puis c'est des gens de Thetford, c'est grâce à ces gens-là là, qu'on est ici. Des années 80, il y a eu vraiment un gros mouvement de sympathie pour ce qui se passait en Asie du Sud-Est. Puis nous, là, il y a des gens là, qui se sont réunis, une dizaine de personnes qui ont travaillé très fort l'année avant qu'on arrive en 1980. On est arrivé en janvier 1980, en pleine tempête. Mais l'année précédente, bien, les gens, c'est ça, il y avait des prêtres, il y avait des enseignants, il y avait des infirmières. Donc, se sont réunis pour justement trouver un logement, ramasser des sous, créer, c'est ça,
toute la logistique de l'arrivée d'une famille. Là, parce qu'il fallait qu'ils vous prennent en charge pour un an. Pour un an, oui. Puis par la suite, mes parents avaient appris le français, avaient eu des cours de francisation et donc avaient pu se trouver un emploi par après. Puis, fait que c'était ça le projet. Puis, il y a eu plusieurs autres familles aussi qui ont eu cette chance-là d'arriver à Thetford. C'est que vous n'étiez pas les seuls. Il y en avait plusieurs, qui sont arrivés dans ces années-là, des familles dans la région, le Pont-Brillant, Thetford. Oui, East Broughton, Black Lake, une dizaine de familles. Il y avait vraiment une belle communauté asiatique. Dans les années 80, là, moi, j'ai pu grandir et ma meilleure amie asiatique, laotienne, Patana, on a grandi ensemble. À Saint-Noël. Fait que... C'est ça qui est particulier, c'est que tu es cambodgienne. Bien, tes parents sont cambodgiens, mais vous parlez le laotien. Oui. Ce sont tous des pays connexes, hein, puis très rapprochés. Puis ma mère, mes parents, mon père et ma mère parlent donc cambodgien, laotien, thaïlandais, puis maintenant français, puis un petit peu d'anglais. Fait que on est quand même polyglotte. On peut dire ça comme ça, c'est la beauté de la chose. Mais moi, ils m'ont appris le laotien. Fait que je parle à la maison le laotien. J'ai quand même perdu un peu de laotien parce que je le pratique vraiment moins. Moi, tu me disais que tu parlais le laotien avec un accent québécois. Oui, avec un accent québécois. Un petit peu cacophonique, mais c'est ça. Mais au moins, je comprends encore ma langue. Je ne l'écris pas, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui me rend triste. Là. J'aurais vraiment... C'est ça, puis ça rend triste tes parents aussi, hein, parce qu'ils ont toujours vraiment insisté sur l'éducation aussi, parce que tu me racontais tantôt que tes parents n'ont jamais été à l'école. Non. Donc, ils ne savent ni lire ni écrire leur langue maternelle. Voilà. Ils ont appris, par contre, le français. Oui. Parce que je me disais qu'ils étaient sur Facebook. Oui. C'est quand même merveilleux. Oui, c'est ça. C'est beau. Mais c'est d'une tristesse de ne pas savoir la base, de ne pas pouvoir communiquer dans sa langue maternelle, ni par écrit, ou ne pas non plus pouvoir la lire. Oui. C'est d'une grande tristesse. C'est pour ça que l'éducation, c'est tellement important chez nous. Mes parents m'ont tout le temps dit, tu vas aller à l'université, on ne sait pas en quoi, mais il faut que tu ailles à l'université. Fait que j'ai jamais senti ça comme une pression. C'était vraiment plus comme un cadeau qu'ils me faisaient de « toi, tu vas y aller ». Fait que, ouais. Puis vous êtes 4 enfants chez vous. Oui. Hein? Il y a toi. Je suis l'aînée. Tu me disais que tu es l'aînée, Cantu. Tu as un nom tout à fait asiatique. Hein? Et il y a Denis. Oui, c'est ça. Alexandre. Oui. Et Sophie. Voilà. Qui sont des Québécois pur laine. Ils ont des beaux noms québécois. Oui. Est-ce que tu penses que c'est une forme de reconnaissance de la part de tes parents? Vraiment. Dans simplement sont tombés en amour avec ces noms-là? Ben, aussi, mais mon frère... moi, je suis née en Thaïlande, donc en 77. On est arrivé en 1980. Quand mes parents sont arrivés en 1980, ma mère était enceinte de mon petit frère, qui n'avait pas de nom encore. Et quand il est arrivé en avril 1980, c'était vraiment un de leurs désirs d'avoir un nom québécois pour leur premier enfant qui était né au Québec. Fait qu'il y avait plusieurs options de noms. C'est très drôle, je lisais ça dans les procès-verbaux du comité. Donc, il y avait Renaud, il y avait Éric, et donc, ils ont choisi Denis Pagne comme nom pour mon petit frère. Oui. Fait que c'était vraiment un souhait. Le fils aîné, quand même, là. Oui, le premier. Donc, le premier garçon. Le premier garçon, donc, oui. Puis par la suite, mais ça a été Alexandre et Sophie. Fait que, oui. Puis, c'est ça, on parle de procès-verbaux, là, parce qu'on t'a remis dernièrement. Ça fait un certain temps. Les procès-verbaux du comité qui était chargé de vous accueillir. Voilà. Donc, tu as reçu ça, toi, et là, tu peux retracer toute l'histoire. Dans le fond, c'est quand même beau quand on pense à ça, parce que tes parents sont plus ou moins en mesure. Puis, tu sais, tu me le disais, des fois, c'est flou ce qu'ils te racontent. C'est pas des beaux souvenirs, hein, le Cambodge. Mais ces souvenirs-là, dans le fond, c'est l'histoire de ta famille. Et tu as vraiment la mesure de toute l'implication que les gens ont investi là, dans l'arrivée, pour préparer l'arrivée de ta famille. Là. Vraiment, je vois ces documents-là. Oui, c'est beau à voir. Là. Puis je vois des fois lever de l'Assemblée 23 heures. Mon Dieu! Et des gens ont passé du temps à préparer notre arrivée jusqu'à 11 heures le soir, malgré toute leur vie. On sait c'est quoi, là, avoir une vie autre aussi, le travail, la famille. Dans ce temps-là, les PV étaient tapés à la mitaine, hein, aussi, là. À la dactylographie, c'est tellement... C'est spécial. J'ai eu ça comme cadeau de notre marraine, là, Denise, là. Je pense que c'est... Alors, la marraine, Denise... Denise Martel, qui était la marraine, donc la personne chargée d'accueillir ta famille? Ils étaient 10, à peu près, une dizaine, mais Denise et Richard Levasseur, là, ils ont quand même pris une place assez importante. Là. Ils ont toujours été présents depuis notre arrivée jusqu'à aujourd'hui encore. Richard est décédé il y a quelques temps, mais Denise est encore vivante. Là, mais c'est beau.
Fait que c'est vraiment comme des grands-parents, là, on va dire ça comme ça. Parce que mes parents, quand ils sont arrivés, ils étaient quand même très jeunes. Ils avaient une vingtaine d'années. Oh, à peine? À peine. Oui, parce que c'est ça, ton père, tu me disais qu'il a à peine 60 ans aujourd'hui. Oui, Là, oui. Alors, oui, on est très, très jeune. Puis déjà, on a plusieurs maternités dans le cas de ta mère. Là. Dans le sens, puis une histoire de partir d'un pays déraciné, d'un pays. Oui. Parce que oui, on choisit, mais c'est pas parce que... par souci de tourisme. Non, c'était pas pour aller visiter. C'était vraiment parce qu'ils devaient partir, parce que leur vie est en danger. Fait que, tu sais... puis arriver dans un nouveau pays, puis je lisais là-dessus sur les chocs culturels, c'est quelque chose pareil, juste apprendre, tu sais, avoir le luxe d'avoir de l'eau, avoir une laveuse. À manger à tous les jours. À manger à tous les jours, une cuisinière. Tu as besoin de quelque chose, tu vas à l'épicerie. Fait que c'est ça, fait que c'est des beaux chocs, ça c'est vraiment... Mais ils sont arrivés en hiver, mais ils se sont bien adaptés, là, à l'hiver, on va dire ça comme ça. C'est quand même merveilleux parce que tous les quatre, vous êtes des gens d'ici. Hein? Je veux dire, à part le nom Pang, Cantu, on ne pourrait pas dire que Cantu vient d'ailleurs. C'est vraiment une personne d'ici, une tête fordoise aussi. Tu sais, tu es vraiment attaché. Vous êtes, je pense, tous les quatre, très attachés à votre milieu de vie. Là. Oui, à notre ville, parce qu'on est avant en 80 puis on est encore ici. Toute la famille. Toute la famille. Denis, il travaille dans GRC dans la Beauce, mais sa résidence est à Thetford, Alexandre, Sophie, mes parents. Fait qu'on a vraiment choisi, puis on est bien, là. C'est ça qui est beau aussi, là. Puis tu me racontais aussi que vous aviez retrouvé le père et la mère de ta mère. Oui, à Saint-Éphrem. À Saint-Éphrem. Puis tu sais, je veux dire, quand ils vous avaient dans les camps de réfugiés, quand ils vous prennent pour vous envoyer dans le pays d'origine, vous ne savez pas ce qui vous attend à l'autre bout. Non. Fait que vous ne saviez pas où étaient partis grand-père et grand-mère, là, puis vous les avez retrouvés à Saint-Éphrem quelques temps plus tard. Oui, c'est beau, C'est une belle histoire aussi. Probabilité, là, que ça se passe, elles ne sont pas très grandes. Non. Mais, fait que ma mère a pu retrouver son père, sa mère, son petit frère de 3 ans, puis sa petite sœur de 10 ans. Tu sais, fait que ça aussi, c'est un beau cadeau. Là. Oui, effectivement. Et toi, ben Cantu, tu as fait toute ta scolarité ici aussi. Oui. Je pense que tu me disais tout à l'heure, ben moi, quand mes parents, quand j'étais malade, il fallait que j'écrive mon mot d'absence. Et vous avez vraiment grandi dans... Vous avez tous les trois, je pense, toi l'aîné, et tes parents, vous avez vraiment, vous vous êtes adaptés ensemble. Ensemble en même temps. Parce que, tu sais, tes plus jeunes frères et sœurs, il y avait déjà un bout de fait, là, quand ils ont été en âge de comprendre. Oui, la traîne était tapée. C'est comme ça, je dis ça en québécois, là. La traîne, je l'ai tapée. Mais j'ai vécu vraiment une enfance différente, je dirais, de Denis, d'Alexandre et de Sophie, en étant, tu sais, vraiment en étant née là-bas. Puis, fait que c'est ça, fait que mes parents ne parlaient pas français. Tu sais, ils ont, oui, eu des cours de francisation, mais là, quand on parle de lire un bulletin scolaire et tout ça, c'est un autre niveau. Puis jeune en plus, qui passait pour tes frères et sœurs aînés. Vraiment, vraiment. Fait que mon père venait chercher le bulletin, mais il pensait que c'était mon grand frère qui venait chercher. Fait que c'est ça qui est un peu... mais ça fait partie de mon histoire. Fait que c'est spécial, vraiment. Oui. Puis dans le... Tu sais, je veux dire, tu as vécu ici, puis tu avais des amis asiatiques, mais à l'époque où tu étais une jeune fille, à l'adolescence, il n'y en avait pas non plus des tonnes d'Asiatiques. Mais est-ce que ça a été difficile ou une intégration? Bien, tu étais déjà bien intégrée. Oui. Il n'y avait pas vraiment de préjugés ou de non, bien, moments difficiles? En ayant commencé l'école quand même, tu sais, au primaire, à 5 ans, 6 ans, comme tout le monde. Oui, j'avais de la difficulté. Il était habitué de me voir. Mon accent, il tranchait vraiment pas avec quelqu'un d'autre. Il y a, oui, mon nom sur papier, mais sans plus. Mais non, puis j'avais de très bons amis, là. Non, j'étais bien. Moi, j'ai vraiment adoré tout mon parcours primaire, secondaire. Parce que quand tu as commencé l'école, tu étais en difficulté vraiment, aussi, là. Vraiment, Parce qu'on s'entend-tu que tu étais arrivée à 3 ans, puis avant de parler français, puis d'avoir les mêmes acquis que... Parce que on s'entend que dans un camp de réfugiés, tu n'as pas été surstimulé là, non plus. Là, non plus. Donc, avec probablement un retard de développement quand tu es arrivé, puis il a fallu que puis l'adaptation, tout ça, parce qu'à la maison, on parlait laotien. C'est pas que mes parents ne voulaient pas parler français, mais ils apprenaient. Ils apprenaient en même temps. Fait que tout ce qui est conjugaison de temps et de verbe, là, nous, on n'a aucunement ça. Là, les références sont... quand tu étais en première année? C'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Puis j'ai été suivie par l'orthopédagogue, l'enseignant que j'ai eu. Moi, Paul-André Marchand, c'est quelqu'un qui va rester dans mon cœur longtemps parce qu'il m'a vraiment aidée.
tout au long de ton parcours scolaire. Écoute, je veux dire, tu redonnes aujourd'hui à ceux qui t'ont enseigné. Hey, on le savait qu'on prendrait des Kleenex, moi puis Cantu, tu sais, tiens, bon, on en prend chacun. Mais non, mais c'est une belle histoire, tu sais, puis je sais c'est quoi avoir de la difficulté, c'est ça que je dis aux élèves, tu sais, je l'ai vécu. Tu sais, pas comprendre ce qui se passe, puis les accents aigus, accents graves, accents circonflexes, ça a tellement été difficile mais le jour que j'ai eu le déclic, là, après, puis je me suis tout le temps dit, j'ai toujours donné mon maximum pour mes parents. Puis, ces difficultés-là ont été surtout au primaire, que tu dirais? Oui, parce qu'après, ça a quand même bien été. Oui. J'étais un rat de bibliothèque, ça, je le cache pas aux élèves, là, je l'assume pleinement. Puis j'aime ça étudier, j'aime vraiment ça étudier. Fait que j'étais tout le temps à la bibliothèque à 12h15, puis on sortait de là à 1h15. Puis... Mais ça, j'aimais ça étudier. Fait que c'est pour ça que je suis en enseignement aussi. Là. Ben oui. Ouais. Puis je pense que, tu sais, je veux dire, tu es bien placée aussi pour transmettre un beau message aux élèves. Par la suite, suite à tes études, ton petit frère Denis a bien fait les choses pour toi parce qu'il t'a mis en contact avec celui qui est ton conjoint aujourd'hui. Donc, il est aussi enseignant. Mais oui. Et je pense que c'était quand même au début de votre vie commune, vous avez décidé peut-être de donner au suivant, vous aussi. Vous avez été, puis ça, tu sais, le temps avance, hein, mais vous avez décidé d'aller au Rwanda. Oui. C'était quand même plusieurs années après le génocide là, qui a eu lieu dans les années 90, mais qui a été quelque chose à vivre aussi. Là. Oui, c'est un projet de couple, donc on voulait partir 1 an, faire du volontariat. Fait que c'était vraiment avec une ONG, VSO Canada. Fait qu'on a été super bien préparés. C'était aucunement improvisé. Fait qu'on a eu beaucoup de formations. Puis on est arrivé donc à Rwamagana, un petit village au Rwanda. On est allé travailler dans une école secondaire pour, enseigner à des élèves du secondaire. Donc, j'avais 60 élèves devant moi, tranquille, classe de rêve, malgré la quantité d'élèves à même pas gérer. Je peux même pas dire que je les ai gérés. Là. Puis, on est allé aussi enseigner, donner des formations à d'autres enseignants dans un camp de réfugiés. Ça a été assez marquant dans mon cœur parce que j'avais jamais remis les pieds dans un camp de réfugiés. Fait que là, c'est là que j'ai comme réalisé un peu aussi la misère humaine. Puis, fait qu'on est parti 1 an là-bas en couple. Puis, moi, j'enseignais les mathématiques physiques. Daniel enseignait plus en histoire géo, plus la géographie. Puis, ça a été un super de beau projet. Puis, c'est des enfants du génocide qu'on avait. On est allé en 2006-2007. Fait que ça faisait à peu près, on va dire, 13-14 ans qu'ils avaient vécu le génocide. Donc, c'est des enfants qui ont tout perdu, leur famille, leurs biens, leurs repères. Ils ont tout perdu, là. Et on essaie de se reconstruire. On les appelait les orphelins du génocide. Même dans l'école où on était, il y avait eu des gens qui étaient allés se réfugier là, lors des massacres. Puis, il y avait beaucoup... il y a eu beaucoup d'histoires d'horreur, on va dire, entre les 4 murs, même si c'était plus que 4 murs, parce que là-bas, la façon que ça fonctionne, les élèves restent dans la classe et ce sont les enseignants qui vont enseigner, donc, justement, la matière en mathématiques. Après, je m'en allais voir mon autre groupe dans une autre classe. Puis là, pour se remettre en contexte, dans le fond, il y a 2 ethnies au Rwanda. Il y a les Hutus et les Tutsis. Voilà. Et c'est les Hutus qui ont pris le pouvoir au Rwanda et qui ont tenté de massacrer les Tutsis. Les Tutsis, là, ça a duré quand même plusieurs mois. D'ailleurs, il y a le général Dallaire qui avait écrit un livre là, suite à ça, là, qui en est revenu avec un fameux syndrome post-traumatique. Là. Toi, le fait d'avoir été dans un camp de réfugiés au Rwanda, tu reviens au Québec, tu réagis comment avec tes parents? Je veux dire, tu reviens pas en disant à tes parents, oui, ça s'est bien passé, tu sais. Ça a dû faire comme, excuse-moi le mot, ça a dû faire un clash. Ça a dû être, tu sais, de dire, j'ai vu le camp de réfugiés, papa, maman. Puis après toutes ces années-là aussi, là. Tu sais, c'est ça, j'avais comme 27 ans, je pense, quand on a fait ce voyage-là et cette expérience-là, quand je me suis promenée dans le camp de réfugiés, puis quand j'ai vu les enfants, je me suis vue. J'ai vu mes parents aussi. Oui, c'est ça, tu sais, ça te ramène à... Ah oui, un retour en arrière, tu sais, un voyage dans le temps. Puis c'était bien de le donner aussi, tu sais, de dire là, je suis là, puis on va essayer de donner le plus qu'on peut. Puis c'était ça le but de la formation, justement, c'était d'enseigner avec les moyens du bord. Fait que prendre un œuf, puis montrer justement la pression atmosphérique, ou prendre juste une feuille de papier journal, tu sais, leur montrer qu'ils pouvaient quand même enseigner, même s'il n'y avait rien. Il n'y avait pas la richesse du Québec. Là. Fait que, non, c'était un beau partage, puis un voyage en arrière dans le temps, mais aussi pour pouvoir donner au suivant, c'est ça. Puis quand on revient après une année comme ça,
On a vécu un an assez intensif avec son conjoint. Comment est-ce qu'on aborde une vie de couple? Ouf! Vie de couple, tu sais, ça... je te l'ai dit, hein, quand moi, je suis un puissant fond de questions, mais tu comprends, c'est intense comme Oui, comme, mais on était expérience. super bien préparés, on l'a super bien vécu là-bas, fait que c'était juste la suite normale des choses, de revenir au Québec. C'était une belle expérience. Puis les deux, on était préparés. Je pense que c'était tout dans la préparation. Puis on a bien reçu aussi ce qu'on a vécu. Puis après, la vie a juste suivi son cours au retour. Fait que le couple, non, ça fait partie juste d'une page de plus dans notre histoire. Dans votre histoire, oui. Ouais. Puis aujourd'hui, vous êtes les parents de deux enfants. Dans ta famille, je vois un peu comme deux familles. Je ne sais pas si tu le vois, tes parents et toi, qui avez vécu le Cambodge et la Thaïlande, et tes frères et sœurs qui sont nés ici. Oui. Toi, tu es l'aîné. Comment est-ce que tu partages ça avec tes frères et sœurs? Ça va comme de soi. Je ne sais pas comment dire ça. C'est pas parce qu'ils sont nés ici qu'ils ne sont pas inclus dans cette histoire-là. Non, vraiment pas. Puis quand on arrive, parce que quand on va chez mes parents, c'est tout le temps pour des soupers, puis on est nombreux, là, quatre enfants plus des enfants. Fait qu'on est c'est tout le temps des gros rassemblements. Puis, on parle autant français avec mes parents, on parle laotien, mais avec mes frères, on parle québécois, on parle français. Là. Ça fait partie de la vie, on va dire ça comme ça. Puis tes frères et sœurs doivent avoir des conjoints québécois? Puis, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que c'est un beau mélange, là. Puis, non, oui, je comprends. Tu sais, dans le sens que oui, mon histoire est vraiment différente, on va le dire comme ça. Puis, en étant aussi une fille asiatique, aînée, mon éducation est différente de mon frère, qui est le gars. Tu comprends? Fait qu'il y a ça aussi. Mais ça fait juste... On est dans le moment présent. C'est très rare qu'on est dans le passé. On ne ressasse pas les vieux souvenirs. Puis mes parents sont pas comme ça non plus. Dans l'enfance non plus. Jamais. Fait que c'est pour ça qu'on est juste dans le moment présent, 2018. Puis... Ça me fait penser, tu sais, parce que tes enfants ont quand même un héritage asiatique, oui. Mais vous avez tellement été bien intégrés que, dans le fond, ils ne doivent pas le percevoir autant que des immigrants de première génération, par exemple. Voilà. Parce que tu es une immigrante de première génération, mais tes enfants ne doivent pas le sentir. Tu disais qu'ils ne parlent pas vraiment le laotien non plus. Puis, oui, ils ont des traits asiatiques, mais tu sais, ils ont les cheveux foncés un peu, mais ils sont quand même pâles à comparer de moi, là. Fait que... Oui, mais ton conjoint n'est pas bien foncé, là. Fait que c'est ça. Fait que non, ça paraît pas, on va le dire comme ça. Oui, on le voit, puis non, on le voit pas. On va le voir avec les voir, yeux. Oui, hein? c'est ça dépend des yeux. Puis si je suis là ou si je suis pas là, puis eux, ils s'en rendent compte plus ou moins aussi là, de cette différence-là. Là. Ça va venir avec le temps aussi, mais c'est une belle différence. Il faut le voir comme ça aussi, puis c'est tout le temps comme ça que je leur montre aussi. Une belle différence. Vraiment, vraiment. Puis quand ma maman, elle appelle à la maison, elle leur parle en laotien, elle s'acharne à leur dire, tu sais. Puis là, ils comprennent pas, mais tu sais, elle continue. Puis là, c'est beau à voir ça aussi, tu sais. Je comprends pas ce que mamie, elle me dit. Genre, elle vient de dire bonjour, puis elle dit qu'elle t'aimait. Fait que c'est ça. Fait que aujourd'hui, tu es enseignante. Tu as une histoire particulière et tu me disais, quand tu es arrivée tout à l'heure, que tu as été dans une classe pour parler des droits et libertés. Oui. Te sens-tu un petit peu en mission par rapport à ça ou est-ce que c'est quelque chose qui tient à cœur de partager ce vécu avec tes élèves ou les jeunes que tu côtoies, peut-être pour leur inculquer des notions de tolérance et d'acceptation? Je dirais pas mission. Moi, c'est vraiment tout le temps un partage, un simple partage. Tu sais, on raconte nos vies, on raconte ce qu'on est. Puis moi, ça fait partie de ma vie, de ce que je suis. Et c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Tu sais, mon parcours fait que j'ai cette histoire-là, oui, de camps de réfugiés, puis d'Afrique aussi. Fait qu'à chaque fois que j'en parle, c'est vraiment plus comme un partage. Puis jamais que je force. Tu sais, il y a les élèves, je le vois, il y en a qui l'acceptent vraiment aisément, d'autres qui ne sont pas rendus là dans leur vie, mais c'est jamais sous forme
T'imposes pas, là. Non, Tu veux c'est pas ça. Puis c'est pas une l'imposer. leçon non plus. Je veux pas te faire la leçon que regarde, mange ton dessert parce qu'il y en a qui en mangent pas. C'est pas ça du tout. Tu sais, c'est juste de partager, mais juste de conscientiser, juste d'être reconnaissant avec ce qu'on a. Moi, c'est plus dans ce sens-là. Non pas dire fais pas ci, fais pas ça, mais fais juste wow, vous êtes chanceux d'être ici. T'es chanceux d'être assis sur 4 chaises dans une classe, même si tu t'en rends pas compte. Oui, c'est ça. Ça fait partie de la vie. Même là. si c'est correct dur de se lever mais le matin, oui, là, faire des on est mathématiques. chanceux de faire des mathématiques. Mais oui, vraiment. Vraiment, c'est juste ça. C'est juste tout le temps des partages. Puis mais tu sais, le fait de faire une mission ou une leçon, ça, c'est jamais dans mon optique. Là. Mais souvent, c'est comme ça que les élèves vont le voir aussi. Puis c'est correct. Là. Mais c'est tout le temps un simple partage. Je sais pas trop. C'est comme ça là. que tu le vois. Oui, ben, c'est comme ça que moi je le donne. C'est comme ça que tu le donnes à tes moi, enfants aussi, comme tu disais. Oui, d'être reconnaissant. Puis de voir la vie tout le temps du bon côté, parce qu'il y a tout le temps côté noir. Jamais, jamais. Puis comme je le disais aux élèves là, en mathématiques cette année, voir la vie en valeur absolue. Fait qu'on est dans la fonction valeur absolue. Je dis, voyez la vie en valeur absolue. Je dis, c'est le secret. Puis c'est ça pareil, là, tu sais. Fait que... je retiens ça, Cantu. Voir la vie en valeur absolue, c'est déjà terminé pour nous. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'est un beau partage. Vraiment. Merci pour l'invitation. Vraiment. Et quant à vous, mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Rencontre.